J'ai arrêté de calculer le nombre de fois que j'ai tenté de recevoir Fanny Britt en entrevue. Il est vrai que cette traductrice, dramaturge, romancière, essayiste, scénariste, et j'en oublie sûrement, est une femme fort en demande et par conséquent très occupée. Aujourd'hui, je la reçois à titre de dramaturge puisque sa pièce Hurlevent est présentée au Théâtre Denis-Pelletier jusqu'au 24 février prochain. Merci infiniment, Fanny Britt, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci Mais à je vous. suis très, très sincère en vous disant que j'ai vraiment essayé souvent parce que j'ai sûrement dû oublier quelques-unes de vos tâches, mais on vous voit partout, on vous entend partout et vous êtes en plus traductrice parce que en ce moment même, à Québec, on présente Closer, tout contre toi de Patrick Marber, dont vous traduisez la pièce. En fait, c'est une de mes premières traductions, ça. Ça remonte pour moi à 2003, 2004. Ah bon? Je pense, oui, elle avait jamais été montée parce que le film, en fait, il y a un film qui a été fait à partir de cette pièce-là. Il est sorti tout de suite après le moment où j'ai traduit la pièce. Donc, il y a eu comme une espèce de trou là, théâtral pour cette pièce. Mais c'est Marie-Josée Bastien à Québec qui a voulu la monter puis qui est super, qui est une formidable metteur en scène. Oui, qu'on adore. Oui. C'est présenté jusqu'au 22 février prochain. Alors, ce n'est pas la première fois non plus que vous travaillez avec Claude Poisson. Non. Que vous retrouvez avec bonheur, puisque vous aviez déjà été avec lui pour la pièce. Pour la pièce Bienveillance Voilà. et aussi pour ma toute première pièce, Honey Pie, qui était ma pièce de finissante à l'École nationale. Donc, moi, j'ai connu Claude Poisson comme étudiante. Ça a été vraiment mon premier grand mentor de théâtre, Claude Poisson, oui. Ça date de 2003. C'est la seule pièce, je crois, de vous que je n'ai pas vue. Non, parce que vous en avez déjà écrit Oui. pas mal. Oui. J'ai aussi lu Maison, un roman que vous aviez publié il y a quelques années que j'avais beaucoup, beaucoup aimé, et Bienveillance, qui s'était quand même mérité le prix du gouverneur général Oui. en 2013. Oui. Donc, les choses vont bien pour vous. Ben oui, j'ai été très chanceuse. Alors, cette pièce-là, comment s'est fait le processus d'écriture? Est-ce que ça a été laborieux pour écrire Hurlevent? Oui, ça a été un processus assez tortueux, l'écriture de Hurlevent. Claude Poisson m'a approché d'abord quand il a pris la tête du Théâtre Denis-Pelletier, puis m'a demandé qu'est-ce que tu auras envie d'aborder, particulièrement dans les grandes figures féminines de la littérature ou du théâtre. Qu'est-ce qui t'appelle naturellement comme ça? Et puis, rapidement, ben moi, c'est les Brontë qui sont apparus parce que c'est des écrivaines très importantes pour moi. J'avais déjà travaillé sur Charlotte Brontë à travers mon roman graphique Jane, le renard et moi, où j'avais abordé le personnage de Jane Eyre. Et là, j'ai eu envie d'aller vers la figure de Emily Brontë et de son unique roman Wuthering Heights, Les Hauts de Hurlevent. Je pense en partie parce que je voulais rendre compte de cette intensité-là, cette fougue-là qui est dans ce roman et qui, moi, je trouve, se connecte bien à la fougue de la jeunesse qui allait être notre premier public cible, évidemment, à Denis-Pelletier. Donc, j'ai comme décidé de me plonger là-dedans, en sachant pas trop si j'allais travailler sur les sœurs Brontë elles-mêmes, leur vie, ou particulièrement sur cette œuvre-là, ou si j'allais aborder plusieurs des œuvres des sœurs Brontë. Je suis passée par vraiment toutes les étapes. Je suis même allée là-bas, je suis allée en Angleterre. Non. Oui, ben j'avais un prétexte, là, parce que j'étais invitée à Mons pour un projet de théâtre québécois en septembre 2015, je pense. Puis j'en ai profité pour aller faire un saut en Angleterre et j'ai pris le train, je suis allée dans le Yorkshire, je suis allée dans la maison des Brontë, j'ai fait mon pèlerinage là, de fan des Brontë qui a beaucoup nourri d'ailleurs l'écriture de la pièce après. Et j'ai fait donc une première tentative d'écriture qui a vraiment pas abouti à quelque chose d'intéressant. Je pense que je devais passer par là pour arriver à la vraie pièce, entre guillemets, mais je devais passer par l'étape de l'adaptation plus fidèle, plus loyale à la trame narrative des Hauts de Hurlevent pour ensuite m'en débarrasser. Oui, parce que précisons quand même que cette pièce-là date de 1847. Enfin, c'est pas une pièce, quel lapsus de ma part, le roman. Le roman, oui. Et votre action à vous, Hurlevent au pluriel, se passe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça se passe aujourd'hui à Montréal. Mais quand j'ai fait une tentative d'adaptation, ça se passait aujourd'hui aussi, mais ça se passait plutôt dans le bas du fleuve. J'avais essayé de recréer un peu les landes du Yorkshire, mais plutôt sur les plages de Kamouraska. Mais il y avait quelque chose qui était plaqué, qui était fabriqué. On dirait que ça s'ancrait pas d'une manière vraiment organique à mes thèmes de prédilection, à la langue aussi que j'utilise naturellement dans l'écriture. Donc, il y avait quelque chose de fabriqué puis de déconnecté, en fait, ouais. Si les gens n'ont pas relu ce roman,
je le répète, qui date de 1847. Quel était le point de départ et qu'est-ce que vous avez gardé, vous, d'Émilie Brontë? Ben donc, c'est ça. Léo de Hurlevent, c'est vraiment une grande histoire d'amour et de trahison entre Catherine et Heathcliff, qui sont des jeunes gens élevés comme frères et sœurs, mais qui ne le sont pas, là, et que tout va séparer. Des questions financières, des questions de classe sociale, des questions aussi de fougue, de personnalité difficile, disons-le comme ça, qui va mener donc le personnage masculin, Heathcliff, à une espèce de frénésie de vengeance pendant des décennies, lorsque Catherine va l'abandonner pour aller épouser un voisin, Edgar Linton. Donc, c'est vraiment une histoire qui aborde de front la jalousie, la passion amoureuse, la vengeance, vraiment la vengeance, et le fait d'être hanté par nos propres fantômes. Et ce que moi, j'ai conservé de cette histoire-là, je pense, c'est d'abord la difficulté de pardonner à ceux qui nous ont blessés, particulièrement en amour. La difficulté aussi de prendre sa volonté à bras-le-corps, puis agir selon nos vraies valeurs ou selon nos vrais désirs. Le personnage de Catherine dans Léo de Hurlevent va finalement à l'encontre de sa nature en épousant Edgar Linton, mais elle fait ce qu'elle pense qu'elle doit faire pour l'époque. Je trouve que pour un public adolescent ou de jeunes adultes, c'est intéressant d'aborder ces questions-là. Qu'est-ce que c'est mes valeurs? Jusqu'où je suis prêt à aller pour vivre selon mes valeurs? C'était déjà une question de fond dans Bienveillance. C'est vraiment des questions qui m'intéressent, les questions d'intégrité, de vérité aussi face à soi, face aux autres, de dissimulation dans les situations sociales. Donc, je pense que j'ai voulu poursuivre dans cette réflexion-là, qui est vraiment ma réflexion d'auteur, mais de l'aborder vraiment sous l'angle de la passion amoureuse, de la vengeance, de l'amour non réciproque aussi. Donc, je pense que c'est ça qui reste. C'est la première fois, je crois, que vous êtes joué sur une si grande scène au Théâtre Denis Pelletier et on sait combien est-ce que c'est grand et combien il faut meubler aussi. Et bizarrement, c'est assez vide. Non, mais c'est vrai, parce que la scénographie de Patrice Charbonneau-Brunel a vraiment limité le tout à quelques objets. Tout à fait. On ne dira rien parce qu'il y a des belles trouvailles, des belles surprises. Par contre, est-ce que c'est encore plus difficile de rendre son texte dans une salle aussi grande et pour un public établi? On le sait que le Théâtre Denis Pelletier, c'est avant tout un public d'adolescents. Oui, c'est sûr que moi, ça me faisait très peur. C'est vrai? Cette grande salle. Ah oui. Ah, j'ai passé beaucoup de temps à dire à Claude, mais t'es sûre? Parce que je pense que la salle est trop grande pour moi. Moi, j'écris des dialogues qui sont assez intimistes, puis où les choses se passent aussi dans le non-dit. Donc, c'est important de voir les visages des comédiens, puis vraiment toute la modulation du jeu qui passe par les expressions et tout ça. Claude m'a dit, quand la salle est pleine, le son a tendance à se comprimer, ou en tout cas, c'est moins écho, on entend mieux. OK, quand on est à l'avant de la salle, ça passe aussi. Mais je pense que là, on doit beaucoup au travail de Claude Poisson aussi pour rendre on a envie de dire que c'est comme une fresque intime. Puis moi, je m'occupe beaucoup de l'intime là-dedans, puis Claude s'occupe beaucoup de la fresque. Donc, même si l'espace est assez vide, je pense que ce qu'il voulait exprimer avec l'arrière-scène est libre, hein, dans le noir. Oui, les personnages émergent du noir quand ils arrivent de l'arrière. C'est comme un grand luxe d'utiliser autant d'espace pour rendre une émotion qui est assez furtive, cette émotion-là de voir quelqu'un arriver du noir et repartir dans le noir, aussi repartir dans la pénombre. Il y a comme quelque chose pour moi qui répondait, qui faisait vraiment écho aux émotions qui habitent le texte. Donc, finalement, je trouve que ça fonctionne. C'est sûr qu'on se croise toujours les doigts pour que les gens entendent le maximum de textes. Est-ce que, par contre, au moment de l'écriture, sachant que vous alliez être joué au Théâtre Denis Pelletier, vous avez pensé au public auquel vous alliez vous adresser? Moi, les défis de la salle m'inquiétaient plus que les défis du public. Moi, j'ai une grande confiance dans la perspicacité, la sensibilité des adolescents. Mon fils aîné va avoir 16 ans bientôt, donc j'en ai un dans ma maison qui est un peu le public cible. Puis je vois à quel point il saisit les enjeux de l'actualité, il est interpellé par ces enjeux-là, les enjeux d'égalité homme-femme, de consentement, de relations égalitaires, même en amour, et en même temps de la complexité de tout ça, du deuil, de
la difficulté de laisser aller l'autre. Les ados, ils vivent ces choses-là. Ils contiennent les mêmes choses, ils contiennent la même complexité que les adultes. Moi, je les sens toujours prêts à recevoir tout ce qu'il y a à recevoir. Je pense qu'il faut juste le faire avec délicatesse puis avec beaucoup de sincérité, puis beaucoup d'humanité. Puis, en général, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, les salles étudiantes, c'était extraordinaire, la réaction. Ils sont très présents, très sonores dans les réactions. Donc oui, dans les rires, mais aussi dans leur attendrissement. Bon, il y a une déclaration d'amour à un moment donné dans la pièce, puis on entend les étudiants, là, quand c'est des publics étudiants, on les entend faire « Oh! » Puis on entend des... Ouais, oui. Puis quand il y a des grosses révélations un peu dramatiques dans la pièce, on les entend vraiment réagir. Puis il y a quelque chose là pour moi qui est le signe d'une grande attention. Ils comprennent tout ce qu'on a essayé de faire. J'ai été un petit peu, disons, intimidée au début. J'avais plus peur des profs aussi. J'ai plus peur des réactions des profs. Bon, on aborde des questions qui sont, disons, peut-être plus malaisantes pour certains professeurs en termes de violence, en termes de liberté sexuelle. Il y a, dans le langage, évidemment, il y a beaucoup d'anglicisme. Il y a aussi quelques sacres. Bon, ça, c'est des questions que moi, j'ai laissées à Claude parce que non seulement il est le metteur en scène de la pièce, mais il est directeur du théâtre. Donc, si lui avait vu un problème dans le texte, ben, il m'en aurait parlé. Mais il a assumé comme moi la direction que prenait le texte. Puis jusqu'à maintenant, on n'a pas de plainte. Oui, parce qu'au niveau de votre langage, effectivement, il y a beaucoup de mots en anglais, mais c'est un jeu que deux des personnages font. Mm-hmm. On va aussi laisser découvrir le public. Par contre, il y a aussi des moments très poétiques. Il y a des ruptures de ton. Mm-hmm. Et avant de poursuivre, je voudrais quand même nommer les 6 comédiens pour lesquels certains ont déjà joué dans vos pièces. Florence Lompré, Benoît Drouin-Germain, Emmanuel Lucier-Martinez, Catherine Trudeau, Kim Despatie et Alex Bergeron. Mm-hmm. Quel est le point de départ, Fanny Britt, de la pièce? On n'en dira pas trop parce qu'il y a beaucoup de revirements de situation. Oui. Si les gens ont lu les journaux ou vu certaines réclames, savent déjà de quoi il en retourne, mais quand même, le point de départ de la pièce. Le centre de la pièce, c'est Émilie, qui est jouée par Florence Lompré, qui est une étudiante qui termine son bac dans une université montréalaise et qui reçoit à souper avec ses 2 colocs, Édouard et Isa, leur professeur de littérature victorienne qu'ils aiment tous beaucoup, qui s'appelle Marie-Hélène et qui est jouée par Catherine Trudeau. Mais l'ambiance est déjà tendue dès que la pièce s'ouvre pour plein de raisons. Alors, Édouard porte un secret qu'il a envie de révéler, mais il ne sait pas s'il doit le faire. Émilie porte un secret tout du long, et c'est vraiment plutôt vers la fin qu'on va apprendre son secret à elle. Et Isa débarque avec un conflit tout frais avec l'homme avec qui elle a une aventure présentement. On apprend rapidement qu'il s'agit d'un autre professeur du département de littérature, mais quand Marie-Hélène, la prof de littérature victorienne, arrive au souper, elle arrive avec une marque de peinture rose sur la joue, et eux viennent tout juste d'apprendre sur les réseaux sociaux que la porte du professeur avec qui Isa a une aventure a été vandalisée, c'est-à-dire peinturée en rose. Donc, les soupçons se portent sur Marie-Hélène et il y aura tout de suite une confrontation entre Isa et Marie-Hélène sur les raisons qui ont poussé Marie-Hélène à faire cet acte de vandalisme-là. Et l'opposition d'Isa, évidemment, qui ne se considère pas comme une victime d'agression sexuelle. Et là, il y a vraiment un rapport de confrontation et un peu de pouvoir qui s'installe entre les deux, puis qui va faire des échos partout parce que Marie-Hélène révèle donc ses valeurs, ses principes à travers ça. Tout le monde, en fait, révèle un peu ses positions. Et en même temps que tout ça se passe, il y a Catherine, la sœur d'Émilie, qui débarque, qui porte elle aussi son secret, qui elle vient complètement d'un autre monde, qui arrive du bas du fleuve. C'est sûr qu'il allait avoir le bas du fleuve à un moment donné quelque part dans la pièce, parce que je vois vraiment des échos entre cette région-là puis la région du Yorkshire où je suis allée, et qui donc, elle, est une sorte de personnage plus... pour moi, qui est ancré plus poétiquement dans la pièce, qui arrive avec son amoureux, Sam Falaise, qui est vraiment un écho de Heathcliff. Mais, comme le dit Émilie dans la pièce, vous êtes Cathy et Heathcliff si on leur avait sacré patience. Puis effectivement, c'est ce couple tragique, s'il n'y avait pas eu d'obstacle tragique, ça devient juste un couple fusionnel. Oui. Fanny Britt, votre pièce est tout à fait ancrée dans la réalité. Je vous souhaite plein de supplémentaires parce que je pense que vous avez là une cible parfaite pour des jeunes. Merci Discussion beaucoup. Garantie entre les parents et les plus jeunes, c'est grands-parents. notre souhait le plus cher, en tout cas. Ah oui, tout à fait. Et puis, je ne sais pas où on va vous retrouver, vous, femmes aux multiples talents, si ça sera la prochaine fois en tant que romancière, de nouveau traductrice ou dramaturge. On verra. Merci infiniment d'être venue. Merci à vous. Donc, je répète, la pièce est présentée jusqu'au 24 février au Théâtre Denise Pelletier et très, très, très prochainement, elle sera aussi publiée chez Le Méac. Oui.